Je vais juste faire une petite introduction. Alors bonjour tout le monde. Merci déjà pour votre participation à notre webinaire qui est du coup sur le cadre légal de la recherche sur Internet des fuites d'informations. Donc nos intervenants aujourd'hui sont Maître Bourdet qui est avocat collaborateur de Shift Avocat, un cabinet spécialisé dans le droit numérique et la cybersécurité. Il y a également Nicolas Hernandez qui est le PDG d'Aleph et Victor Afour qui est le directeur général adjoint d'Aleph Network. Aleph Network qui est un éditeur de moteurs de recherche, d'analyse pour la cybersécurité et l'intelligence stratégique. Donc on va commencer avec 30 minutes de table ronde et ensuite il y aura 30 minutes de questions-réponses et c'est à ce moment-là que vous pourrez rentrer en scène si vous voulez. Mais vous pourrez également écrire vos questions dans le chat, il n'y aura pas de souci. Moi, je serai là tout au long du webinaire dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des soucis ou quoi, je suis là, je suis présente. Voilà, et je laisse la parole aux intervenants. Merci. Merci, Jemile. Donc, tu peux, je pense que tu lis des... Voilà, passer à la slide suivante doucement. Hop. Eh ben, c'est moi qui vais commencer. Bonjour tout le monde. Avant de parler de RIFI, on va déjà parler d'accessibilité de la donnée. On verra que les données ont différentes strates à la fois juridiques et techniques. Et quand on parle de RIFI, on parle bien de fuite d'informations sur Internet. Et elles vont pouvoir être accessibles dans plusieurs niveaux du web, que ce soit le deep, le dark ou le clear web. Mais indépendamment du niveau du deep, du clear ou du web, on va pouvoir aussi la qualifier sur la façon dont on la consulte et comment elle a été mise en ligne. C'est-à-dire que si c'est de l'information blanche, on va considérer principalement que c'est une information qui a été volontairement mise à disposition et qui est très facilement accessible par des moteurs de recherche, quels qu'ils soient, Google, Bing, Microsoft, Naver ou les moteurs russes ou chinois. Vous allez ensuite avoir l'information grise. L'information grise, c'est de l'information qui est également volontairement mise à disposition. Ça ne veut pas dire que c'est de la donnée légale, mais elles sont volontairement mises à disposition dans des couches un peu plus complexes pour les consulter, mais en total libre accès. Et ça va être tout ce qui est l'information grise. Et puis ensuite, vous allez avoir l'information noire. C'est de l'information où les personnes n'ont jamais eu la volonté de les mettre soit en ligne, soit de les diffuser. Et donc là, il y a des phénomènes d'authentification forte, des forums fermés, un certain nombre de réseaux sociaux non accessibles sans identification ou sans hack. Et là, on va se retrouver avec une accessibilité technique qui est parfois, et voire le plus souvent des cas, en violation des règles françaises dont nos amis juristes vont préciser un peu plus tard l'ensemble des conséquences. Je vais très vite sur ce volet-là, parce que c'est un volet qui est assez facilement accessible, et je vais laisser Gaëtan expliquer la différence également entre ce qui est de la donnée volée, de la donnée illégale et de la donnée légale au sens du droit français. Merci Victor. Effectivement, on a une accessibilité des données qui peut être accessible à tout le monde, donc ce qu'on appelle parfois des données blanches, d'autres qui sont un peu plus difficiles à accéder, des données grises, et puis celles qui sont normalement protégées, où on a besoin de casser le système, entre guillemets, des données noires. Mais à côté de ces qualifications-là qu'on peut rencontrer généralement dans le langage technique des gens de la cyber, on a aussi d'autres classifications plus juridiques, donc qui sont les nôtres au quotidien, et qui sont intéressantes à connaître parce que bien qu'on fasse face à de l'information blanche, de l'information qui soit accessible librement, eh bien, cette information ouverte à tous est parfois, et même souvent, protégée par différents régimes juridiques. En premier lieu, on connaît tous la donnée à caractère personnel, donc c'est des noms, des prénoms, des emails, toutes ces informations-là qui nous concernent, y compris les données indirectement identifiantes, donc ça peut être des mots de passe, c'est de la donnée à caractère personnel, et on a des infractions, notamment des infractions pénales, si on s'amuse à traiter, collecter ces données de façon frauduleuse, déloyale, illicite. Donc on vous a rappelé un des textes du code pénal qui incrimine cette infraction.
À côté des données personnelles, on va aussi avoir des données protégées par le droit d'auteur. Donc ça peut être des photos, des vidéos, ça peut aussi être du code logiciel. Et parfois, on trouve des bouts d'œuvres logicielles librement accessibles, mais pour autant protégés au titre du copyright. Donc c'est pas parce qu'on peut les trouver facilement sur Internet que ça n'appartient pas à quelqu'un et que ce n'est pas interdit de les réutiliser. On a aussi les bases de données. Donc ça, c'est une protection qui est souvent assez méconnue, mais le producteur d'une base de données a un droit spécifique sur sa base, sur le contenu de sa base, et il peut interdire aux autres de faire des extractions substantielles. Donc ça parle assez facilement à tous les gens de la cyber. Lorsqu'on va scraper, crawler une base de données, en fonction de la façon dont on le fait et des droits dont on peut bénéficier, eh bien, soit on est autorisé, soit on est dans l'illicite. Et là encore, c'est une infraction pénale. Et puis, à côté de ça, on a aussi des données qui vont être couvertes par un secret. Il y en a beaucoup en France. On va avoir du secret des affaires, du secret professionnel. On va aussi avoir du côté de la justice le secret de l'instruction, les secrets d'État, qui sont encore un cran élevé, et puis même tout simplement les secrets des correspondances, donc des emails échangés entre deux personnes, sont protégés par une réglementation spécifique. Et là encore, ça fait l'objet souvent d'infractions pénales lorsqu'on ne respecte pas ces secrets. On le voit depuis maintenant quelques années et de plus en plus quelques mois que le régulateur intervient de plus en plus. En 2022, la CNIL a sanctionné pour 101 millions d'euros d'amende. Récemment, une grande société française cotée aux États-Unis a écopé d'une sanction de 40 millions. Donc on voit que ça y est, le régulateur considère qu'il est nécessaire de taper dur sur les sociétés qui ne respecteraient pas l'ensemble de ces jurisprudences et de ces lois. Et on voit également que ce phénomène n'est pas que franco-français, on le voit aussi arriver aux États-Unis avec la dernière nouvelle sur ChatGPT où, dans l'intelligence artificielle, on se pose la question de la légalité des données qui ont été mises à disposition des intelligences artificielles pour les améliorer et leur apprendre à fonctionner, avec cette attaque par des juristes de ChatGPT qui demandent 3 milliards pour de l'usurpation et du vol de données dans l'apprentissage. Donc, on est très clairement dans une phase d'accélération des condamnations et donc, il faut que les entreprises et les dirigeants aient pleinement conscience des risques qu'elles encourent dans leur propre business model, mais également qu'elles encourent à utiliser des solutions, services ou logiciels qui ne respecteraient pas ces règles-là et qui apporteraient de la donnée malfaisante au sein même de leur écosystème et de leur business model. Absolument, on voit que le régulateur intervient de plus en plus. On a plusieurs régulateurs. On a la CNIL, et depuis que le RGPD est entré en vigueur, ça fait 5 ans maintenant, je pense que les gens ont changé leur vision de ce texte, de son utilité, en tout cas de sa dangerosité, puisqu'on assiste à des grandes amendes qui sont prononcées par le régulateur. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ces recours vont se multiplier parce que les acteurs ont vraiment le sentiment de se faire un peu usurper leur travail. On va faire un focus sur ce qu'on appelle les infractions cyber, qui sont des infractions spécifiques à la cybercriminalité, donc contenues uniquement dans le code pénal et qui visent les délits informatiques. C'est une compilation de textes qui est apparue dans les années 80 déjà, donc ça fait un certain temps que le législateur français connaît ce type de délit. On a commencé par l'accès et le maintien frauduleux à ce qu'on appelle les STAD, les systèmes de traitement automatisé de données. Qu'est-ce qu'un STAD? Eh bien, c'est un peu tout type d'équipement informatique. Ça peut être un serveur, un ordinateur, un smartphone, une clé USB, pour peu qu'il y ait un système informatisé et des données qui sont traitées dessus. Donc les premiers délits qui sont apparus, ça a été l'accès et le maintien frauduleux à un tel système. Donc ça, c'est assez clair, c'est lorsqu'on pénètre volontairement
et en ayant conscience que l'on pénètre dans un système d'un autre pour accéder aux données, les consulter, etc. On a aussi d'autres délits, mais je vais faire un focus sur un qui nous intéresse particulièrement, c'est le 323-3 du Code pénal, qui vise l'introduction, l'extraction, la détention, la reproduction, la transmission et la suppression de données. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce délit aujourd'hui, puisqu'on parle de la RIFI, ça va être l'extraction de données qui provient d'un système de traitement automatisé de données, c'est la détention aussi de ces données, donc d'avoir une copie, la reproduction, donc le fait de copier ces données, et la transmission. Donc même le fait de transmettre ces informations-là à des tiers, ça pose souci. Donc dans le cadre de la RIFI, on reviendra sans doute sur ce texte-là, mais c'est vraiment celui-là qu'on voulait mettre en avant, en disant attention, lorsqu'on a affaire à un leak de données, bah, le fait d'aller le chercher, de le consulter, de copier des données, de transmettre des résultats à des tiers, c'est une infraction pénale, aussi bien côté prestataire que client, puisqu'on reçoit quelque chose qui a été volé en quelque sorte. Alors, il y a d'autres délits encore. Cette fois-ci, on va passer vite fait sur celui qu'on appelle programme conçu ou adapté pour commettre des infractions au stade. Il est quand même intéressant de le connaître parce qu'on a vu que le législateur a mis un assouplissement à l'interdit en disant que on pouvait être exempté de cette infraction pénale si on avait un motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique. Mais c'est seulement lorsque on détient ou on propose un programme qui est conçu ou adapté pour commettre des infractions pénales. On n'a pas cette exception-là dans les autres délits qu'on a vus. Donc c'est quand même intéressant de le souligner, c'est qu'on n'a pas de motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, à détenir, reproduire, transmettre des copies de données qui sont issues d'un leak. Et puis, dernière infraction qui est aussi intéressante à connaître, elle n'est pas liée à la cyber, mais c'est ce qu'on appelle le recel. Le recel, c'est lorsque on détient une chose qui provient d'un crime ou d'un délit. Donc, recel de vol, par exemple, eh bien, le fait d'obtenir une copie d'un leak de données, ça peut aussi être une infraction pénale en tant que telle. Donc, voilà pour le panorama de ces infractions cyber. C'est donc à moi. Donc, comment, effectivement, ça paraît très contraignant, ce RIFI. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a aujourd'hui un régime d'exception. Il y a une jurisprudence autour des moteurs de recherche pour des raisons techniques et d'intention. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche, il ne fait pas de collecte ciblée. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intention de collecter une typologie de données comme Google. Donc, il a des règles, hein, on est soumis à des règles. Donc, LF Search Dark, qui est notre produit, notre moteur de recherche sur le Dark Web, il comprend un ensemble très, très large de données. On a de tout et de n'importe quoi. Et donc, nous ne sommes pas directement dans le cadre d'aller rechercher volontairement une donnée et de la copier pour la mettre à disposition. Donc, on ne fait pas partie de la partie du recel parce que les robots qui vont collecter les données sont agnostiques. Ils n'ont pas d'autre intention que de collecter des données qui sont mises à disposition volontairement par des sources. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On a d'autres règles. Mais ça permet quand même de répondre à la problématique du vol de données par la surface d'exposition notamment. Donc la chose très très importante, c'est qu'on ne va collecter que des données qui sont issues de sites sur le port 80. Si on allait travailler sur d'autres ports, notamment des ports de partage Windows, ce n'est pas de la donnée qui est mise volontairement à disposition par la source. Donc si on se met à faire du scan massif de ports et qu'on va collecter des données sur des ports ouverts qui ne sont pas des ports destinés à une mise à disposition publique et volontaire, nous ne ferions pas correctement notre travail de moteur de recherche et nous ne serions pas agnostiques dans notre méthodologie de collecte. J'interromps juste pour dire qu'il y a Maître Sad qui est arrivé, donc qui fait aussi partie de Shift Avocat. Avec beaucoup de retard, je m'en excuse. Qui est avocat associé du coup. Je vous laisse continuer. Merci.
Peut-être qu'on peut passer à la suite à présent pour présenter effectivement ce qui est l'exception qui bénéficie aux moteurs de recherche aujourd'hui. On a une directive qui est assez ancienne, directive 2000 sur le commerce électronique, qui est venue, c'est le premier texte européen qui vient réglementer les acteurs du web et qui surtout libère et libéralise les acteurs du web d'une contrainte qu'ils pouvaient craindre, c'est celle de la responsabilité par rapport au contenu qu'ils peuvent héberger, qu'ils peuvent référencer. Et donc le législateur européen a dit que les hébergeurs de données, et c'est une notion qui a été interprétée largement puisqu'on a intégré ensuite les plateformes type Dailymotion, bénéficiaient d'une exemption, donc ils n'étaient pas responsables si les contenus qu'ils hébergeaient, ils n'en avaient pas connaissance du caractère illicite, et dès lors que lorsqu'on leur signalait le caractère illicite d'un contenu, ils le retiraient promptement. Donc ça, c'est vraiment un pilier du droit du web. Ça a été évidemment pris en compte dans le droit français. Et aujourd'hui, le nouveau Digital Services Act reprend cette exclusion de responsabilité en faveur des hébergeurs. Donc ce régime est aussi transposable aux moteurs de recherche. C'est pour ça que Google peut indexer des contenus alors même que ça peut être des contenus illicites, parce qu'ils bénéficient de ce régime de responsabilité atténuée. Ce que disait Nicolas, c'est intéressant, c'est que le service qui est proposé par Aleph, c'est un moteur de recherche comme Google. Sa spécificité, c'est simplement d'aller indexer des sites internet qui sont dans le deep web ou le dark web, donc des sites qui sont un peu confidentiels, on va dire, beaucoup confidentiels. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qui est sur le deep web ou le dark web est de fait illégal. C'est comme si on disait qu'une technologie comme le chiffrement, par exemple, de messagerie, si on chiffre, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Et ben non, on peut être journaliste dans des pays où la démocratie est encore à ses balbutiements, ou alors on peut aussi être entre familles et s'échanger des photos sur WhatsApp ou sur Telegram. On ne peut pas avoir un a priori négatif sur la technologie qui est utilisée. Et ben, c'est la même chose pour les moteurs de recherche. C'est pas parce que on va aller chercher à indexer le deep web ou le dark web qu'on est forcément des méchants. Donc, de fait, les moteurs de recherche bénéficient d'une exemption qui protège par rapport à tous les délits informatiques qu'on a pu lister précédemment. Alors, est-ce que Gérald, tu veux prendre le relais sur cette slide ou je le fais sur la RIFI? Alors, est-ce que tout fonctionne déjà? C'est bon? On t'entend parfaitement. Vous m'entendez parfaitement? C'est bien. Sur la RIFI, bon, on peut le faire à deux, mais la RIFI, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre quand même d'aller faire une exploitation du dark web qui est utile et qui se veut être licite. Alors, je pense que sur les premières slides, vous avez pu voir qu'il y avait effectivement différents types d'informations, donc, dont certaines qui nécessitent des manœuvres, je dirais, intrusives pour aller les chercher. Donc, ce ne sont pas celles-là qui vont nous intéresser, ce sont plus celles qui sont disponibles, qui sont mal référencées, mais disponibles. Et donc, sous réserve, effectivement, d'avoir un mandat qui nous permet, ce qui va être le cas pour Aleph quand ils vont intervenir, eh bien, on va pouvoir aller chercher pour le compte d'un donneur d'ordre des informations qui peuvent révéler qu'il y a eu des leaks, donc des fuites d'informations. Et évidemment, ce n'est pas le tout de les trouver, il faut encore les traiter correctement, puisque à partir du moment où on va chercher ces informations, on fait finalement un nouveau traitement, puisqu'on va les étudier, on va les analyser. Donc, ça constitue un nouveau traitement au terme du RGPD. Et c'est ce sur quoi la CNIL insiste volontairement et très fortement dans son petit document qu'elle avait fait paraître il y a quelques années, c'est qu'il faut impérativement ensuite respecter une autre partie
des règles qui ne concernent plus cette fois-ci la loi Code-Fra, mais qui concernent que le RGPD et qui consiste à justement faire en sorte que s'il y a un nouveau traitement, on doit respecter l'intégralité des règles du RGPD. Alors, on ne va pas refaire les règles du RGPD ici, je pense que ce n'est pas le but, mais en tout cas, il est complètement indispensable de les respecter. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, la RIFI, c'est légal à condition de vérifier comment elle est faite, cette recherche d'informations, de fuite d'informations. Comment elle est faite, c'est est-ce qu'on va chercher sur des leaks de données, auquel cas on s'expose aux infractions pénales qu'on a listées précédemment, ou est-ce qu'au contraire on fait une recherche un peu sur le web avec un moteur de recherche en essayant de trouver des informations qui peut concerner la société que l'on représente ou nous-mêmes. Et puis l'autre pan important, c'est de savoir qui la commandite. Si je cherche des fuites d'informations sur mon propre système d'information, je suis bien légitime, d'une part, mais surtout, je suis dans mon bon droit, entre guillemets, parce que je ne vais pas commettre d'infraction à mon propre système d'information. Je vais juste aller rechercher la surface de fuite sur laquelle mon système d'information a pu fuiter. Est-ce que le fichier de mes salariés est parti dans la nature, mon fichier client? Donc, je vais plutôt aller rechercher mes propres informations dans la nature. Ce qui est totalement différent d'aller rechercher des informations sur son concurrent ou sur un potentiel prospect qu'on voudrait séduire en disant « Regardez, j'ai trouvé ça sur vous ». Là, on n'a pas cette légitimité, on n'a pas été commandité pour effectuer cette recherche d'informations. Donc, c'est assez subtil, finalement, la RIFI. C'est que lorsque vous cherchez vos fuites d'informations, ça va être possible de le faire, sous réserve de savoir quels outils vous allez utiliser. Est-ce que vous allez exploiter des leaks massifs et pas seulement votre leak de data? Donc, il y a un cadre juridique à connaître, et il y a des réflexes et des questions à se poser que l'on va lister tout à l'heure. Alors, on vous a fait une petite checklist des précautions à prendre lorsque vous effectuez une recherche d'informations sur une fuite de données. En premier lieu, notre recommandation première, c'est de vous dire et d'essayer de comprendre quels sont les services que le prestataire cyber que vous avez identifié vous propose. Est-ce qu'il travaille sur des leaks de données, auquel cas ça peut être dangereux parce qu'il s'est construit une base de données massive et illicite de leaks. Et donc, vous allez vous exposer potentiellement aux infractions pénales qu'on a vues tout à l'heure, à savoir la transmission et la détention d'informations qui proviennent d'autres systèmes d'information que le vôtre. Ça peut être aussi l'infraction de recel de données. Donc, véritablement, interrogez-les pour savoir comment leur service fonctionne, quels sont les outils, quelles sont les techniques qu'ils utilisent. À l'inverse, si j'utilise un moteur de recherche spécialisé, eh bien, je vais juste taper des mots-clés et je vais découvrir sur le deep web et le dark web des informations qui peuvent concerner mes salariés, ma société, etc. Ce qui n'est pas la même chose que de travailler sur une compilation de leaks que l'on trouverait partout dans la nature. Premier conseil. Gérald, tu veux passer sur le deuxième point, sur l'importance du mandat peut-être ? Oui, c'est vrai que le mandat, il est bien mis en avant par le texte pénal. On voit que c'est vraiment le sauf-conduit qui permet d'agir. Alors, quand c'est un tiers qui agit pour le compte de la personne qui cherche, hein, évidemment, parce que quand c'est la personne qui est en train de chercher ses propres informations, bon, il est évident qu'elle n'a pas besoin de mandat pour elle-même. Donc, le mandat, c'est quelque chose qui vient justifier l'action, finalement, des gens qui font de la sécurité, donc des prestataires qui font de la sécurité. Alors, ça vaut pour d'autres actions que celles dans le dark web et le RIFI, hein, ça vaut aussi pour notamment les tests de pénétration dans les systèmes et tout ce qui est social engineering sur une structure. Ça vient protéger le prestataire qui est mandaté, donc, et qui a la preuve qu'il a bien été mandaté pour ce faire, puisqu'il est en train de commettre, en fait, potentiellement une infraction. Dans le cadre de la RIFI, en fait, on touche donc un tout petit point
mais qui a son importance de la loi Godefrein dans sa version 2, donc, comme elle a été codifiée tardivement, c'est qu'en fait, c'est la détention des informations qui pose problème. On va aller non pas pénétrer le système, mais on va récupérer des informations qui potentiellement sont le résultat de fuites d'informations illégales, puisque elles font suite à une pénétration de système frauduleuse. Et donc, on a besoin de démontrer, en tant que prestataire, qu'on est bien en droit de détenir ces informations et que ça résulte bien d'une mission. Donc, le mandat, il est extrêmement important, il doit être extrêmement précis, très bien rédigé, c'est un peu notre travail dans ces cas-là, pour que ça couvre parfaitement la mission qui est confiée au prestataire. Ça va aussi protéger le client qui fait appel au prestataire parce que vous allez avoir un document contractuel qui indique ce que vous autorisez le prestataire de faire. Et donc, par miroir, si vous ne lui avez pas donné mandat de faire telle ou telle action sur tel périmètre de recherche, ce que le prestataire fera en dehors, vous pourrez vous protéger en disant « mais moi, je ne lui ai jamais donné instruction d'aller aussi loin que ça ou d'utiliser telle technique, tel outil pour faire la recherche d'informations ». Donc, c'est véritablement un document qui protège les deux parties. Ce qui veut dire que le prestataire doit aussi se mettre des œillères, ça fait partie de son éthique. Il va avoir forcément des choses pendant les recherches qui vont potentiellement déborder de sa mission. Et c'est aussi son rôle de ne pas aller forcément sur ces informations, si ce n'est pas justifié par le périmètre de la mission tel que défini au mandat. Ce qui fait que techniquement, nous, dans des démarches d'avant-vente, on n'a pas la possibilité de faire des pré-recherches sur le prospect qu'on a. Et ça, c'est assez engageant. Et même avec un mandat, il faut qu'on soit bien clair avec le client final. Est-ce que lui-même, dans le cas en cascade, a bien un mandat de son client quand on sous-traite, quand il y a des cascades de sous-traitants? Une des difficultés qu'on a, c'est à bien faire remonter et à bien demander est-ce que vous êtes clean, vous, de votre côté, qu'on ne se prend pas un retour de dépendance. Et ça, effectivement, il faut le cadrer juridiquement et ce n'est pas simple. Et on en arrive même à accompagner, en tant que sous-traitant, des structures qui nous demandent de l'aide. Donc là, ce sont les juristes et les avocats qui doivent prendre le relais sur ces sujets-là pour garantir que toute la chaîne ne contient pas un petit bout de recel, parce qu'en cascade, on est tous touchés. Oui, c'est vrai que quand on est sur les chaînes, comme ça, il y a une vraie question qui va se poser. C'est que, quand on est dans le rôle du prestataire, on peut se demander jusqu'où on doit pousser finalement la vérification, parce qu'on demander le mandat, c'est une chose, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi vérifier que la personne qui nous donne le mandat est légitime? Ça paraît être logique. Est-ce que c'est bien le client? Est-ce que ce sont bien des informations qui sont en rapport directement avec son activité? Est-ce que c'est bien lui qui est concerné? Quand c'est un client directement, c'est simple. Quand c'est une cascade de commanditaires, ça devient beaucoup plus compliqué de savoir si la personne qui nous donne le mandat est vraiment légitime. Donc c'est là que ça devient un sport, je pense, pour les prestataires un peu plus compliqué. Justement, on a une question par rapport à ça. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, Gemini, est-ce que tu peux couper l'enregistrement? Ça libérera un petit peu la parole. Comme ça, on laisse les questions-réponses totalement libres, sans enregistrement. Là, on n'a pas encore fini. Il reste quelques slides et ensuite, on pourra passer aux questions-réponses. D'accord. Non, mais je pense que la question, elle peut passer, il n'y a pas de souci. Puis, elle a été posée, donc parce qu'elle concerne les mandats, ça peut être intéressant de répondre maintenant. Donc, la question, c'est le problème. C'est Marie-Christine Lecoq qui pose cette question. Bonjour Marie-Christine. Je la connais bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Marie-Christine? Le problème n'est-il pas que le mandat engage directement son mandant? Si, il l'engage si le mandant demande des choses qui sont anormales, c'est tout. Donc, c'est effectivement, ça rejoint la question qu'on se posait. C'est est-ce qu'il est lui-même légitime à confier ce mandat? Je pense que, alors, mon problème est plus dans l'autre sens. Ce que je disais, c'est plutôt jusqu'où l'obligation d'avoir un mandat doit être poussée. Parce qu'en fait, le texte ne dit rien.
Le texte, il est très light, très léger. Donc, on dit vous devez être mandaté. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir une preuve. Et en fait, à nous de mettre en place une preuve qu'on agit de bonne foi et qu'on agit pour les bonnes raisons. Et qu'on n'est pas en train, justement, d'essayer d'aller trop loin ou même de se masquer derrière un faux mandat, par un faux donneur d'ordre, pour essayer de se donner les allures de quelque chose de légal alors qu'on ne l'est pas. Donc, ça peut nécessiter un petit peu d'aller au-delà des apparences. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. De toute façon, on aura l'occasion, pendant les questions-réponses, d'éventuellement compléter. On a aussi une sorte d'obligation de conseil et de mise en garde parce que le mandat, c'est une chose. On a la nécessité aussi de faire un accord de sous-traitance RGPD entre le prestataire et le client. Donc, en tant que prestataire, on va être sous-traitant. Et une des obligations du sous-traitant dans le RGPD, c'est d'avoir une obligation de conseil du responsable de traitement sur le traitement qu'il souhaite opérer. Donc, s'il nous demande des choses qui sont trop large en termes de collecte de données, trop disproportionnées, voire illicites, on doit lui dire non, on n'ira pas aussi loin que ça. Et en même temps, cet accord de sous-traitance va reprendre certains éléments du mandat en précisant le périmètre, en précisant les données que l'on doit collecter. Je pense qu'on va continuer parce qu'en fait, ça va être structurant, effectivement, l'arrivée des normes NIS 2 et DORA. Oui, c'est l'enjeu 2024 et en même temps, c'est un enjeu déjà actuel si on veut être prêt pour 2024. Directive NIS 2, directive DORA, c'est des textes européens qui mettent un niveau de sécurité supplémentaire. La directive NIS 2 remplace la directive NIS 1 et oblige des entités qu'on va qualifier d'importantes ou d'essentielles en fonction de leur secteur d'activité et de leur taille à mettre en œuvre des vraies mesures de sécurité, des PRA, des PCA, des PSSI, de documenter et d'être capable de prouver qu'elles ont bien mis en œuvre les mesures de sécurité, d'auditer leurs sous-traitants également pour se sécuriser. Donc c'est vraiment un texte dédié à la cybersécurité. DORA, c'est le pendant, mais dédié aux entités financières. Mais en tout cas, ce sont les textes qui viennent enfin imposer des mesures de sécurité que l'on devrait tous mettre en œuvre pour protéger les systèmes d'information. Donc l'ARIFI, dans ce cadre-là, c'est un des alliés des entités qui sont concernées par NIS 2 et DORA, parce que ça fait partie de cette recherche de fuite d'informations. Donc c'est soit de la veille active, soit du curatif une fois qu'on a été exposé à une attaque cyber, de délimiter le périmètre d'attaque, de savoir à quoi on a été exposé. Typiquement, si on a été piraté et qu'on recherche une fuite de données, on va s'apercevoir que les mots de passe ont pu fuiter, donc le réflexe premier, peut-être qu'il ne fallait pas attendre la RIFI, c'est de modifier les mots de passe des clients, d'imposer un reset de tous ces mots de passe. Djemilé, on va peut-être passer aux questions, donc tu peux arrêter l'enregistrement, je pense, ça sera plus simple. Et moi, je vais, en attendant que, juste un petit point technique pour ceux qui veulent poser des questions oralement, il suffit de demander à Djemilé qui va vous faire monter sur scène. Sinon, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat. Moi, je vais peut-être, en attendant que les premières questions arrivent, poser une première question directement à nos amis de Shift. Je vais faire Aleph Networks. Et donc, nous, on va travailler effectivement, typiquement dans le cadre NIS 2 et DORA, mais pas que, aussi sur de la remédiation et l'identification de surface de fuite de données et de cyber-risque. Dans une démarche OSINT, vous avez la partie Dark Web, mais aussi toute la partie Clear Web que l'on adresse en termes d'analyse de risque. Et Shift Avocat qui a dû reprendre. Ils sont en mute. Est-ce que je peux les démuter? Nous avons fusionné, on aura tout fait ce matin, à part le webinaire dans la voiture, ce que j'ai failli faire, tellement c'était compliqué. Pardon, donc on reprend.
Petite présentation de Shift. Présentation de Shift et après, j'avais une question pour vous. Alors, Shift, comme vous l'avez compris, nous sommes un cabinet qui faisons que du droit de ce qu'on appelle de l'IT-IP, donc tout ce qui est droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle, avec des spécialités qui commencent à se dégager très fortement avec le foisonnement législatif que l'on connaît actuellement, notamment sur le droit de la donnée, qui devient un droit quasi à part entière, et donc le droit du web en général. Et la sécurité fait partie, évidemment, de ces préoccupations-là. Donc, le droit de la cyber, ce qu'on appelle aussi le droit de la cyber, est un droit qui est en train de monter depuis ma thèse dans les années 2000. Tout début 2000, bien, ça a drôlement changé et je serais très content de la refaire aujourd'hui parce que j'aurais beaucoup plus de choses à raconter. Voilà, donc en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse depuis toujours, soit au travers du RGPD, soit au travers des nouveaux textes qui arrivent et puis au travers de la partie contractuelle, parce qu'il y a toujours des belles clauses sur la sécurité, notamment son responsabilité à batailler avec les confrères. Voilà. Donc on fait ça toute la journée, pour résumer. Du coup, je vais reprendre ma question en attendant que des gens veuillent en poser. La question était, je suis une société et j'utilise des fournisseurs soit de logiciels, soit de services. Des informations qui peuvent récolter sur un de ses concurrents. Donc, il faut